Merci pour cette présentation. Dans les travaux que l'on connaît sur les parcours professionnels, des auteurs comme Olivier Mérieux, par exemple, Mérieux du cabinet Amios, a l'habitude de les classer en 4 catégories. Donc voilà, ça renvoie bien aux travaux que l'on a présentés aujourd'hui. Mobilité subie ou voulue, donc cette alternative, elle a été traitée et puis voilà, elle bien mis en évidence les difficultés, bien évidemment, de passer de l'un à l'autre. Il parle aussi comme troisième catégorie de professionnalisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des phases de transition à certaines étapes de son carrière professionnelle, là, dans laquelle il s'agit de bifurquer, et donc de recomposer des compétences professionnelles différentes pour s'engager dans un cheminement divers. Et puis, il commence d'ailleurs par l'insertion professionnelle et de dire à quel point, effectivement, il fallait armer, je reprends une expression que j'ai vue dans les textes ici, armer les individus pour, effectivement, se prendre en charge. Et il ajoute dans ses travaux que la fonction d'accompagnement de parcours, avec des compétences particulières, des compétences donc d'accompagnateur d'une certaine manière, et puis bien évidemment des moyens à adapter, devient dans ce cadre-là effectivement une compétence clé. Et d'après donc ce que vous venez de nous présenter, Madame, j'ai l'impression qu'elles peuvent se trouver aussi dans les maisons de l'emploi et dans les maisons, dans les missions locales. Mission d'emploi aussi, mais dans les missions locales, notamment parce que c'est eux qui sont chargés d'être à cette sorte de première ligne, à la fois d'insertion sociale, puisque c'est l'une des missions, et puis d'insertion aussi professionnelle. Merci pour cette présentation. Qui souhaite intervenir et réagir? Voilà. Oui, après avoir suivi votre analyse de conduite des entretiens, je vais regarder de plus près le cahier des charges des entretiens du dispositif du Conseil en évolution professionnelle. Non pas, il n'y aura pas de possibilité de savoir comment les personnes qui mènent ces entretiens les mènent, c'est pas le cahier des charges qui va l'indiquer, mais je pense que c'est vrai qu'il y a toute cette attention au déroulé des entretiens qui mérite d'être suivi. Moi, ce que vous avez conclu en disant que bien que dans des situations très difficiles, ces jeunes préfèrent ne pas bouger parce que ça leur est encore plus difficile. Oui, c'est une généralité, mais c'est une généralité pas pour tous les jeunes, mais qui en même temps transcende la question de la jeunesse. C'est les adultes aussi. Les adultes dans des situations très difficiles préfèrent ne pas bouger plutôt que de bouger. Parce que dans bouger, il faut être actif, il faut être acteur. Et moi, ça me ramène à quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Les accords interprofessionnels sur la sécurisation des parcours, ils indiquent que les salariés sont acteurs de leur carrière professionnelle. C'est à la fois très valorisant, mais c'est aussi très difficile à porter. C'est très difficile à porter parce que l'acteur, c'est bien quand on est sur la scène, qu'on a toutes les clés pour bien jouer le bon rôle. Mais quand on n'a aucune des clés pour jouer le bon rôle, on n'est pas bien du tout. Et c'est tout cet environnement-là qu'il va falloir faire bouger. Moi, j'ai toujours l'espoir que... il y a toute une population active au travail qui est entrée dans le monde du travail en pensant qu'elle aurait toujours le même emploi dans la même entreprise. Elle a été formatée de cette façon-là. Est-ce que les jeunes qui sont dans un autre environnement culturel pensent autrement? Oui, ils le pensent au départ. Est-ce que ils vont garder cette mobilité intellectuelle pour ceux qui ne sont pas dans la très grande difficulté? Est-ce qu'ils vont garder cette mobilité intellectuelle pour se dire que ils vont devoir continuer à bouger et il va falloir aller assez vite? Bon, je ne sais pas comment ça peut aller, mais il me semble que de façon générale, on demande trop aux personnes. Et le passage du terme, de l'expression de sécurisation des parcours professionnels à continuité professionnelle. Vous savez, quand il y a 2 ans, il y a 3 ans, on n'a plus entendu parler que de sécurisation des parcours professionnels. Depuis cette année, on voit apparaître la
continuité professionnelle. Dans les programmes du Conseil régional de Pays de la Loire, je vois apparaître ces termes-là. Et je me dis que peut-être qu'on s'accroche à ce terme de continuité professionnelle, parce que d'abord, on se dit qu'il faut garder les salariés dans l'entreprise, parce qu'il y a des compétences qu'il va falloir conserver et développer, et puis aussi parce qu'il y a peut-être un message politique qui est plus rassurant. Je m'interroge là-dessus. Parce que sécurisation des parcours professionnels, c'est dans l'entreprise, mais c'est en dehors de l'entreprise aussi. Hein. C'est-à-dire que comment est-ce que je tiens le fil tout au long du temps où il va falloir travailler. Tandis que la continuité professionnelle, elle est pensée dans l'entreprise. Enfin, dans ce que j'ai vu, moi, dans les programmes qui sont mis en place à l'heure actuelle, par exemple, autour de la question de l'innovation. Ce sont les mêmes salariés que l'on garde pour faire évoluer. C'est ce qu'on appelait autrefois, tout simplement, l'adaptation à l'emploi. Hein, voilà. Donc, on habille aussi de nouveaux termes, quelque chose qui fait partie, tout simplement, du Code du travail. Hein. Voilà, ce que vous venez de dire renvoie à d'autres débats, notamment sur le fait de dire c'est dans l'entreprise qu'il y a la continuité professionnelle. Ça mérite des discussions, mais vous voulez peut-être vous réagir à la présentation ? Je trouve que la question que vous posez sur la fin de votre intervention, c'est aussi est-ce que la sécurisation des parcours, quelle place ça a avec la rupture, une rupture de transition, une dynamique de transition. C'est-à-dire que la question que je me posais même en préparant l'intervention d'aujourd'hui, c'était de dire est-ce que sécurisation des parcours, c'est antinomique avec rupture professionnelle ? Pour moi, pas du tout. C'est-à-dire que comment la rupture, quelque part, est signe de dynamique. Pour sécuriser les parcours, c'est accepter de rentrer dans une dynamique. Et donc, la question, c'est comment, à un moment donné, quel que soit d'où on part, d'ailleurs, que l'on soit jeune, sans expérience, ou qu'on soit actif, perdant son emploi ou autre, ou qu'on soit actif en ayant son emploi, comment on remobilise, on se remobilise dans cette dynamisation. C'est-à-dire que la sécurisation, pour moi, c'est pas figé. Ça ne doit pas être figé à un emploi où on mesure de plus en plus que ça n'est pas à vie. Et même si c'était à vie, comment rester vivant dans cette dynamisation de sécurisation. Moi, ça me semble quelque chose de fondamental, quel que soit d'où on part. C'est-à-dire que, effectivement, on retrouve certains jeunes qui à un moment donné se disent oh là là, c'est compliqué, si en plus il faut que je change de lieu géographique, que je me re-questionne alors que je pensais être arrivé au bout de mon chemin, ah ben non, mince, il me reste encore tout un travail à faire. Cette notion d'accompagnement et par une méthodologie plus que par un contenu me semble fondamental par rapport aux jeunes comme aux moins jeunes. Dans l'expérimentation qu'on a faite là sur Dijon, on a travaillé avec une méthode d'explicitation, d'entretien d'explicitation, parce qu'à un moment donné, il faut permettre aux acteurs de se réapproprier leur discours, pour se réapproprier leur propre parcours. Et je pense que c'est fondamental dans l'expérimentation que vous avez. Une réaction, oui. Vous disiez acteurs de leur parcours, hein, c'est dans tous les dispositifs. Voilà, c'est là où le questionnement qu'on a eu, mais pas que avec les missions locales, avec les FONGECIF, c'était du même ordre. On ne peut pas être sur cette finalité acteur du parcours, par exemple, et mesurer les résultats de l'accompagnement sur un monocritère qui serait le retour à l'emploi. Ce qui voudrait dire... permettons aux personnes d'être acteurs et de décider, mais en même temps, ils ont le droit de décider que dans une seule modalité, c'est-à-dire l'emploi de suite sans formation. Donc on voit souvent ce mot acteur, et en fin de compte, on a des dispositifs qui parfois sont à contre-courant de la finalité, et quand les dispositifs le permettent, on a aussi la question des professionnels de l'accompagnement à questionner et à regarder si effectivement ils sont en accord avec ce qu'ils veulent mobiliser, ce qui n'est pas une mince affaire. Parce que quand vous dites on demande trop aux personnes, je pense que être centré sur la personne consisterait à lui permettre d'identifier ce qui serait utile, accessible, et être dans une logique plutôt de créer les conditions pour qu'elle réussisse quelque chose. Elle va peut-être bouger peu, mais ce qu'elle bouge, lui donner les moyens de
enfin être sur quelque chose qui soit accessible. Donc là, on n'est pas sur pouvoir décider dans quel sens peut aller la personne, c'est quoi l'action qui va être utile pour elle. On est souvent désœuvré dans l'accompagnement, surtout avec des personnes, plus elles sont fragiles, plus on veut mettre en place des solutions. On amène les solutions pratiquement sur un plateau et elles ne font pas. Ce qui met les professionnels complètement en désarroi, c'est elle a cassé sa voiture, je lui trouve un financement au conseil général pour lui trouver une autre voiture. Il suffit juste qu'elle aille faire le changement avec la voiture d'emprunt et sa nouvelle voiture à elle, elle ne le fait pas. Et ça, je crois que tant qu'on n'est pas sur produire de la compréhension chez les personnes, c'est-à-dire comme s'il y avait un transfert de la compréhension du conseiller sur la personne accompagnée. On ne va pas être sur produire des gens acteurs, auteurs de leur vie, capables de décider, d'agir et de rebondir sur des choses. La continuité me semble là. La continuité, c'est eux qui l'ont. Ils peuvent changer d'emploi, ils peuvent changer de métier et être complètement continus dans leur parcours. Il me semble que ça demande un changement de posture, voire de paradigme d'accompagnement. Qui souhaite prendre la parole, intervenir, poser des questions, réagir? Donc on a un intervenant ici. Il nous reste donc un petit peu plus d'une dizaine de minutes pour conclure cet atelier table ronde. Merci. Olivier Liarouzos, OREF de la région PACA. Je voulais revenir un peu sur l'intitulé, à la limite de cette table ronde, l'espace pertinent pour les parcours. J'aurais envie de dire que finalement, c'est le même pour tout le monde. Je crois qu'il y a un schéma sur lequel on est encore un peu trop, c'est que le local serait pour les moins qualifiés, le régional pour les qualifications intermédiaires, le national et l'international pour les qualifications supérieures. Et partant de là, je voudrais faire le rapprochement entre les trois tenter un rapprochement entre les trois interventions par rapport à la question déjà des compétences transverses qui effectivement sont un peu floues. C'est pas un débat complètement nouveau. On l'avait déjà du temps de la GPEC raisonné au niveau des entreprises. Première génération qui, je le rappelle, s'inquiétait aussi déjà du territoire. La GPEC, ça a d'abord été les restructurations sur les territoires. Je crois qu'il y a quelque chose qui est assez peu visible, ce sont les mobilités internes à l'entreprise. On vient d'en parler aussi, et qu'on rend peu visibles et qui sont peu valorisées. Ces questions de transversalité bousculent, ça a été dit en début d'atelier, notre vision très cloisonnée, très sectorisée, très sectorielle des choses, notre système français, encore très organisé sur les branches professionnelles. Derrière tout ça, il y a un acteur auquel on n'a pas tellement pensé encore, ou qu'on a peu évoqué cet après-midi, un petit peu quand même quand a été posée la question, mais compétence est un peu flou, même si on se réfère à des vieilles définitions qui sont toujours d'actualité. On a parlé de qualification. Et les producteurs de qualification sont les certificateurs, dont l'éducation nationale, dont quand même principalement l'éducation nationale. Se pose, il me semble, aujourd'hui la question de la reconnaissance par l'éducation nationale ou tout autre producteur de certification de ses compétences transverses ou transversales, etc., qu'elles soient à l'interne ou sur un espace géographique. Mais c'est pareil, l'éducation nationale ne part pas de rien. Elle a quand même des diplômes généraux qui sont faits pour ça. Donc on est face, là, avec toutes ces questions sur des tensions, on est davantage dans la transversalité, à la recherche de valoriser des capacités d'adaptation dont font déjà preuve depuis, toujours, les salariés à l'interne dans leur entreprise, cette valorisation de compétences peut se faire à travers des diplômes généraux qui étaient faits pour ça. Et tension avec un système de certification qui se diversifie, avec multiplication de certifications, notamment de certifications spécialisées, qui sont utiles peut-être dans l'urgence pour répondre à des besoins d'une branche professionnelle, voire d'une entreprise, je pense notamment au CQP, tandis que on voit tout l'intérêt
ou le retour que pourraient faire, à la limite, j'aurais envie de dire, certaines formations et surtout certaines certifications de type général, pour que ensuite la question de l'adaptation qui se fait sur le tas, qui vient naturellement à preuve, et on a des statistiques à l'appui dans les OREF et à l'INSEE là-dessus, la mobilité courante à l'intérieur des entreprises, mais qui est assez peu visible. Bon, finalement, c'était pas tellement une question, c'était plus une remarque, et je crois que, y compris la dernière intervention très centrée sur l'individu qui est peut-être pas encore entré dans l'entreprise, etc., nous ramène à cette question de la certification. La remarque que vous venez de faire, Olivier, en disant que quand même les territoires restent sectorisés, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup d'actions qui sont menées dans les territoires par des représentants des branches professionnelles, d'une certaine manière. C'est bien ce dont il s'agit. Et mes collègues de la région que vous habitez, qui travaillent, je pense, de temps en temps avec vous, le démontrent, puisque c'est effectivement leur accroche, essentiellement, de travailler avec la profession implantée localement pour engager des travaux d'anticipation des évolutions et puis de mettre à disposition des moyens pour leur accompagnement. Donc, merci pour cette présentation-là et cette remarque. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions, prendre la parole à nouveau, poursuivre le débat? On nous reste encore un petit peu de temps, pas énormément, mais un petit peu de temps. Voilà. Pour aller au-delà de la dernière intervention, je dirais qu'on a beaucoup parlé cet après-midi de compétences transverses, et que dans le cadre de la sécurisation des parcours, effectivement, elle peut être le fait de l'entreprise, et que la mobilité et la construction de ces parcours peut être le fait de se faire dans l'entreprise aussi. Et il y a des réflexions qui sont en cours à l'heure actuelle sur la construction de réels parcours de carrière pour les non-cadres, pour les salariés, qui était une démarche qui était auparavant réservée en général aux échelons intermédiaires ou aux cadres, et que cette sécurisation, elle peut se faire, et il est souhaitable dans une certaine mesure qu'elle se fasse aussi à l'intérieur de l'organisation entreprise, qui lui amène une part de vivant au jour d'aujourd'hui, et que au-delà de ce phénomène de compétences transverses, il y a une réflexion qui est très intéressante aussi parce qu'elle est liée à l'évolution de l'individu dans l'organisation travaillante, c'est celle du développement de la polycompétence, que je différencie de la notion de polyvalence qui est porteuse de tout et de rien. Dans ces notions-là, si je puis me permettre à ce stade-là, c'est quand même beaucoup de choses sont affaires de convention, quoi. Peu importe de parler de ceci, de cela, polycompétence ou polyvalence ou compétence comportementale ou autre chose transverse, etc. Pour autant que dans le lieu d'utilisation, et peut-être c'est cette réflexion qui vient un peu après la troisième intervention qui donne à penser à quel point les mots sont importants. Il s'agit de les définir, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de compétences comportementales, et moi je m'accommode à peu près de cette expression-là parce que je la préfère à d'autres qui sont un petit peu plus intrigantes ou déconcertantes, comme savoir-être par exemple, qui est toujours un petit peu décalant par rapport et inconfortable par rapport aux individus. Compétences comportementales, ça permet d'avoir un champ un peu de neutralité et aussi de dire, comme compétences comportementales, eh bien, si vous voulez dire de la réactivité, oui, mais vous, dans l'entreprise, la réactivité, ça signifie quoi? Ça signifie quel type d'activité professionnelle, à quel type d'activité professionnelle vous allez pouvoir dire que telle personne va être réactive ou pas. Et non seulement de pouvoir le définir, l'expliciter, donc le faire comprendre et donc le faire acquérir et donc le développer d'une certaine manière, mais en plus, vous, entreprise, parce que l'intervention de Christian de Tertre nous a rappelé, c'est que la compétence est située, et puis si c'est une compétence comportementale, elle est aussi située, c'est-à-dire que avec quels moyens l'entreprise peut-elle permettre aux individus, à leurs collaborateurs, de l'acquérir. Avec quels moyens à la fois de formation, bien évidemment, d'action de l'organisation, de la coopération entre les équipes, ou de l'action aussi et managériale. C'est aussi des points qui m'apparaissent être tout à fait importants à mettre dans le débat. Les mots sont parfois un peu piégeants, mais d'où la nécessité de les définir et clairement dans les opérations qu'on essaie de mener.